À la fin des années 80, une vague de peur vient frapper la Floride. 7 hommes, criblés de balles, sont retrouvés sans vie. Et étrangement, la piste semble remonter jusqu'à non pas un homme, mais une femme. Une première dans l'histoire des États-Unis. Bienvenue dans un nouvel épisode de Faits réels. Imagine-toi dans un bar. Vous êtes encore choqué du nouveau Batman de Tim Burton que vous venez de voir au cinéma. Ce Joker, bon sang, quel tueur fou avec son rire de malade, ça fait froid dans le dos d'imaginer un humain capable d'en tuer un autre si froidement. Quand tout d'un coup, au beau milieu de votre conversation, vous êtes interrompu par un verre qui s'éclate au sol à l'autre bout du bar. Un autre sourire vous saute alors au visage. Celui d'une femme qui vient de tabasser la tête du lourdeau invétéré du quartier. Son visage est rouge de colère. Son sourire inquiétant vous met instantanément mal à l'aise. Une autre femme qui semble l'accompagner la pousse vers la sortie du bar, une bière à la main, sans avoir manqué d'insulter l'homme encore sonné par ce changement d'ambiance imprévu. Cet acte de violence si soudain venu perturber votre soirée vous laisse sans voix. Vous vous retournez vers vos amis et vous voyez dans leur regard qu'ils se posent la même question que vous. Et si la femme que vous veniez de voir quitter le bar n'était autre que la toute première tueuse en série des États-Unis que tout le pays recherche? Ah, l'ambiance est posée, évidemment, vous savez très bien dans quoi vous mettez les pieds en cliquant sur cette vidéo. Et croyez-moi, vous allez être servi. Car l'histoire glaçante que je m'apprête à vous raconter ce soir a été adaptée au cinéma en 2003 dans un film que vous avez peut-être vu. Je parle bien évidemment de Monster. Avant de faire un triple salto arrière dans les abysses de l'horreur, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Odoo. Et pour ne surtout pas sortir de l'ambiance, je vais le faire en ASMR. Autant d'idées qui s'entrechoquent dans la caboche d'un entrepreneur. Mais comment gérer simplement sa comptabilité, son stock, ses mails? Odoo est le couteau suisse idéal pour toi. Il existe une app Odoo pour chacun de tes besoins. Créer un site internet, gérer et publier tes propres cours, gérer sa facturation, ton inventaire, des événements pour y vendre tes billets. Mort de rire, je suis mort. Il existe plus de 45 applications différentes, toutes interconnectées. Oui, bon, c'est le bruit de l'interconnexion et je dois encore le taffer un peu celui-là. La plateforme s'adresse à tout le monde, aux petites entreprises comme aux plus grosses. Plus de 15 millions d'utilisateurs utilisent aujourd'hui Odoo. Et ce qui est bien chez eux, c'est que tu commences en choisissant l'application de ton choix qui restera gratuite à vie. Ensuite, tu pourras en ajouter d'autres en fonction de tes besoins au fur et à mesure sans cramer ton portefeuille. C'est le bruit de l'ajout d'application, c'est pas mal. Si, c'est pas mal. Arrêtez maintenant. Oh, ça va 2 minutes. Merde. Tu trouveras mon lien dans la description pour y faire ton propre avis. Teste-le et tu verras bien. À présent, place à l'horreur. Waouh. Monster raconte l'histoire d'Aileen Wuornos, une prostituée paumée en Floride qui va devenir l'une des tueuses en série les plus célèbres des États-Unis. Après une vie d'abus, de galères et de violence, elle croise la route de Selby, une jeune fille avec qui elle va vivre une relation passionnelle. Mais pour survivre, Aileen va devoir reprendre la route, continuer de vendre son corps, et c'est là que tout bascule, lorsqu'elle va commencer à tuer ses clients les uns après les autres. Sorti en 2003, le film est un succès critique qui a explosé le box-office indé. Mais surtout, il a offert à Charlize Theron l'Oscar de la meilleure actrice pour sa performance complètement métamorphosée pour le rôle d'Aileen. La particularité de cet épisode, c'est que le film est directement basé sur la véritable histoire de celle qui a autant choqué que fasciné l'Amérique. Mais si je vous disais que la réalité est bien plus complexe et effrayante que le film. Alors si vous le voulez bien, ne perdons plus une seconde. Chopez-moi votre meilleur plaid, votre paquet de chips préféré et laissez-moi vous raconter la véritable histoire macabre de la toute première tueuse en série des États-Unis. Aileen Wuornos est née le 29 février 1956 à Rochester, dans le Michigan. Sa mère, âgée de seulement 16 ans à sa naissance, venait de demander le divorce à son mari qu'elle avait épousé 2 ans plus tôt,
Leo Dale Pittman. Le couple eut d'abord un fils, puis 2 ans plus tard, Aileen. Aileen n'a jamais connu son père, puisqu'il passa la majeure partie de sa vie en tôle, notamment pour viol et tentative de meurtre sur une fillette de 7 ans. Diagnostiqué schizophrène, il alterna entre détention et hospitalisation psychiatrique jusqu'à mettre fin à ses jours dans sa propre cellule. En janvier 1960, alors qu'Aileen approchait de ses 4 ans, sa mère l'emmène avec son frère chez leurs grands-parents sous prétexte d'une simple visite. Une belle douille déguisée, puisque sa mère ne revint jamais. 2 mois plus tard, ses grands-parents décident alors d'adopter officiellement Aileen et son frère. Malheureusement, ce qui sonne pourtant comme une seconde chance devient rapidement la pire chose qui pouvait lui arriver. Son grand-père alcoolique va la battre et la violer durant toute son enfance, parfois même accompagné d'amis. Vous vous en doutez, ça, c'est un événement qui va la foutre en l'air et forcément jouer un rôle dramatique dans sa manière d'envisager la vie. À l'école et en dehors, elle devient alors active sexuellement en échange de drogue, de cigarettes, voire simplement pour de la nourriture, à seulement 11 ans. Elle entretiendra d'ailleurs au passage une relation incestueuse avec son frère. Ah, c'est des bases, faut s'accrocher quoi, c'est... 3 ans plus tard, alors âgée de 14 ans, Aileen tombe enceinte d'un des amis de son grand-père. Elle est placée dans un refuge pour femmes non mariées et y donne naissance à un bébé qu'elle confiera au service d'adoption. On n'est pas si loin d'un schéma proche de sa mère finalement. De retour chez ses grands-parents, elle y reste jusqu'à ses 15 ans avant d'être mise à la porte par son grand-père avec son frère après avoir quitté l'école pour de bon. Son frère trace sa route de son côté, quant à elle, elle décide de s'installer dans un bois environnant, vivant sous une tente et se prostituant pour s'en sortir. À partir de ses 16 ans, elle se prostitue en passant ses journées le long des nationales à monter dans des voitures hasardeuses d'hommes en tout genre. Au plus les années passent, au plus commence à germer en elle un profond sentiment de haine envers ce monde qui semble n'avoir rien à lui offrir. Mai 1974. À 18 ans, elle est arrêtée au Colorado pour conduite en état d'ivresse, après avoir tiré avec une arme à feu depuis son véhicule et provoqué des troubles à l'ordre public. À 20 ans, elle décide de rejoindre la Floride en autostop, histoire de rattraper son manque de soleil, et là-bas, elle fait la rencontre de Lewis, un homme de 69 ans, président d'un club de yacht. Ils se marient rapidement après leur rencontre, et alors qu'elle aurait pu y voir là une nouvelle vie qui semblait enfin s'offrir à elle, Aileen va laisser ses comportements destructeurs prendre le dessus. Bagarre avec des clients dans des bars du coin, aller-retour en tôle pour agressions diverses, elle en vient même à attaquer son mari avec sa propre canne. Ça sonne comme une blague, mais c'est assez tristounet, on va pas se mentir. C'en est trop pour Lewis. À peine quelques semaines après leur mariage, il dépose une ordonnance restrictive contre elle. Après cette mésaventure, elle retourne dans le Michigan et poursuit sa dérive. En juillet 1976, elle est inculpée pour agression et trouble à l'ordre public après avoir lancé une boule de billard à la tête d'un serveur. Aileen avait pour habitude de fréquenter les bars locaux qu'elle considérait comme un bon moyen de rencontrer des gens susceptibles de l'héberger pour la nuit, et visiblement le serveur faisait pas partie des clients potentiels, j'imagine. Durant ce même mois de juillet, son frère, Keith, meurt d'un cancer et Aileen reçoit un héritage inattendu d'environ 10 000 $. Elle utilise cet argent pour payer une amende, s'acheter une caisse qu'elle crache rapidement derrière et dilapider le reste de la somme en moins de 2 mois. Comportement destructeur, complètement destructeur. 5 années plus tard, Aileen retourne en Floride. Elle tente de cambrioler un magasin pour une somme dérisoire, environ 35 $ et 2 paquets de cigarettes, mais se fait rapidement arrêter. À la suite de ce cambriolage, elle est condamnée et passe 1 an en prison. Elle fait clairement peu d'efforts dans ses délits pour éviter d'être prise, et elle le sait. Quelques jours après sa libération, Aileen enchaîne à nouveau les délits: chèques falsifiés, vol de voiture, possession illégale d'armes à feu, vol à main armée, et j'en passe. Mais évidemment, tout cela va inévitablement lui créer un casier judiciaire, ce qui va jouer un rôle déterminant pour la suite de l'histoire. Quelques années plus tard, alors âgée de 30 ans, Aileen termine sa soirée dans un bar gay de Daytona Beach. D'ordinaire froide et réservée dans ses relations, elle ressent immédiatement une connexion particulière avec une autre femme, Tyria Moore. Très vite, celle qu'elle surnomme Ty devient l'amour de sa vie.
Alors ça ne l'empêchera pas de se prostituer, bien au contraire, car c'est elle qui subvient principalement à leurs besoins, encouragée même par Ty qui arrête de travailler et l'incite à allonger ses journées pour rapporter plus de thunes. Au moins l'avantage c'est que quand elle se bat dans des bars, Ty lui sert de témoin. C'est pas mal, ça vaut pas le pognon, on est d'accord. Bah oui. Vous la sentez la relation bizarre là? Oui, ça pue la mort si vous voulez mon avis. Aileen confiera d'ailleurs plus tard que tous ceux à qui elle s'est attachée ont toujours fini par lui mettre une belle douille. Et la suite de l'histoire va difficilement lui donner tort. It sounds like you've been betrayed by everyone. That's right, I was. That's why I don't care if I'm executed and leave this planet. Aileen a 33 ans lorsqu'elle rencontre Richard Mallory, propriétaire d'un magasin d'électronique à Clearwater en Floride et adepte de la compagnie de prostituées. Isolé dans un bois environnant, Mallory serait alors devenu violent, l'aurait attachée et tenté de la violer. Elle aurait réussi à se libérer avant de sortir son calibre 22 qui ne la quittait jamais et de shooter l'homme 5 fois dans le torse. Mallory était un violeur reconnu par la justice. Son corps sera retrouvé 2 semaines plus tard. Jusqu'ici, les délits qu'elle commettait étaient relativement mineurs, entre agression et petits braquages. Mais entre 1989 et 1990, sur une période de 12 mois, elle va tuer au moins 6 autres hommes, avec le même mode opératoire. 6 mois plus tard, le corps de David Spurs est retrouvé nu le long de la route 19, avec 6 impacts de balles. La police conclut au contexte sexuel et commence à établir un lien avec le meurtre du premier homme. Le 6 juin 1990, soit 5 jours plus tard, le corps de Charles Cascadon, amateur de rodéo, est retrouvé abattu de 9 balles. C'est pas une mauvaise blague, hein. Il était vraiment amateur de rodéo, je précise. Au moment où la police découvre le corps enveloppé dans une couverture, son état indique clairement qu'il est décédé il y a un bon moment. D'ailleurs, des témoins affirment avoir vu Aileen en possession du véhicule de la victime récemment. C'est à partir de ce moment-là que la police commence à sérieusement la soupçonner, sans pour autant mettre réellement tout en œuvre pour l'arrêter. C'est ça qui est un peu paradoxal. De leur côté, Aileen et Ty continuent de voyager à travers la Floride, logeant d'hôtel en hôtel, financés par les nuits que passe Aileen à se prostituer. Tyra was doing a lot of beer drinking and stuff. She wanted to go out all the time, so she was burning up the money I was making. Le même mois de juin, ils sont aperçus à bord d'un autre véhicule, celui d'une 4e victime, dont la police ne retrouvera jamais le corps. Peter Abraham Siems, un ancien marin de la marine marchande âgé de 65 ans. Quelques semaines plus tard, le corps de Troy Eugene Burress, 50 ans, est retrouvé mort, à nouveau dans une zone boisée le long de la route 19, portant le nombre de victimes à 5. He was my best friend and my buddy. And I'll never see him again. Les 2 dernières seront Charles Humphreys, un retraité de l'US Air Force et ancien chef de la police âgé de 56 ans, retrouvé mort atteint de 6 balles dans le torse et la tête, ainsi que Walter Geno Antonion, un chauffeur routier de 62 ans retrouvé dans le comté de Dixie avec 4 impacts de balles dans le corps. Vous vous souvenez de la voiture qu'Aileen a piquée à Charles, sa 3e victime? Eh bien, en la fouillant, Aileen va trouver un pistolet qu'elle va décider de vendre. Cette erreur sera fatale, puisque l'arme était enregistrée au nom de la victime, ce qui permet évidemment à la police de confirmer l'implication directe d'Aileen dans ce meurtre grâce à ces empreintes digitales qu'ils ont déjà en leur possession, grâce à un casier judiciaire déjà existant. Aileen et Ty circulaient à bord de la Pontiac Sunbird de la 4e victime, Peter Abraham Siems, lorsqu'elles eurent un petit accrochage sur la route. L'incident attire l'attention des habitants du quartier qui viennent à leur rencontre. Aileen, visiblement angoissée, réalise que ces témoins pourraient les reconnaître si la police les recherchait. Elle décide alors d'abandonner la voiture sur place et de s'enfuir à pied, un comportement étrange qui va pousser certains témoins à contacter la police et leur fournir une description détaillée des 2 femmes. À partir de là, la machine médiatique américaine commence à réellement s'emballer. Les enquêteurs lancent une vaste campagne locale
pour tenter de les localiser. Un avertissement est d'ailleurs lancé à tous les hommes blancs, d'âge moyen, d'allure homme d'affaires et voyageant seuls sur les autoroutes de Floride. 7 men have been shot to death in cold blood on Florida's highways. For the first time in U.S. criminal history, these killers could be murdering with a feminine touch. Dans le même temps, la police découvre de plus en plus d'objets appartenant aux victimes chez des prêteurs sur gage. Ces objets furent analysés et révélèrent des empreintes digitales supplémentaires qui correspondaient à celles d'Aileen. 9 janvier 1991, alors qu'Aileen commande sa première bière au bar de Last Resort à 11h du matin, 2 flics en civil l'abordent alors discrètement et l'emmènent à la sortie du bar devant lequel 6 autres officiers l'attendent pour lui passer les menottes. Absente du bar au moment de l'arrestation, Ty sera retrouvée le lendemain par les enquêteurs en Pennsylvanie où elle essayait de s'enfuir. C'est la fin de la cavale meurtrière pour Aileen qui va bientôt se retrouver avec 7 meurtres sur le dos. Mais qu'est-ce qui lui est réellement passé par la tête? Était-ce de la folie? Est-ce que Ty l'aurait poussé à commettre ces crimes? La vérité va bientôt éclater au travers de l'une des affaires criminelles les plus médiatiques des États-Unis. I knew I was raped and you weren't nothing but a bunch of stump. Therefore, these proceedings are now Putting concluded. somebody who was raped to death. Avant même le début de son premier procès, Aileen tente de plaider l'irresponsabilité pour cause de santé mentale depuis sa prison. Psychologiquement, trop instable pour être jugée donc. Mais cette stratégie échoue et jouera même en sa défaveur. En janvier 1992, un an après son arrestation, s'ouvre le premier procès d'Aileen Wuornos concernant le meurtre de Richard Mallory, sa toute première victime. Plaidant d'abord la légitime défense en déclarant avoir tiré pour sauver sa vie, Aileen s'embourbe rapidement avec d'autres déclarations contraires, rendant sa défense incohérente. I am sorry that my acts of self-defense ended up in court like this. It was them or me. À l'issue de ce procès, elle est condamnée à mort. Eileen, how do you feel about the verdict? Do you have anything to say? L'affaire, évidemment, choque l'opinion publique. Une femme, tueuse en série, qui plus est lesbienne, défie tous les stéréotypes criminels de l'époque. Voyant le cirque médiatique qui est en train de s'emballer autour d'elle, fourmillant évidemment de profiteurs qui cherchent déjà à obtenir les droits de son histoire pour en faire un film, un bouquin, elle décide de tout faire pour accélérer au maximum la durée de son procès. Elle déclare ne pas vouloir offrir aux médias, aux avocats et à la société l'occasion de faire de l'argent sur son dos et va tout faire pour être exécutée rapidement. And what about with Richard Mallory? Yeah, Richard Mallory was not self-defense. I needed his wheels to move the stuff and he had the right amount of money I needed to. Mais l'implication d'une personne encore mystérieuse dans cette affaire va sceller la décision d'Aileen d'en finir. Tyria, la femme qui partageait sa vie tout au long de ces nuits meurtrières, accepte de devenir le témoin principal de l'affaire pour éviter d'être poursuivie pour complicité. We were sitting on the floor watching TV, and she just come out and said, I have something to tell you. And I asked her what, and she said that she had shot and killed a man that day. En échange de l'immunité, elle va alors collaborer avec la police pour obtenir les aveux d'Aileen au travers d'appels téléphoniques enregistrés et diffusés en plein procès, marquant ainsi l'ultime trahison de la triste vie d'Aileen. I'm like, you go to jail for something that you did. This isn't fair. Why did you do this? Elle décidera ensuite de passer aux aveux en expliquant ce qui l'a poussée à tuer toutes ses autres victimes et à renoncer à tout recours. I killed those 7 men in first-degree murder and robbery. So there was no self-defense. No, there was no self-defense. Loin d'avoir un avocat très convaincant pour l'aider à se défendre, Stop the murders, deter the crimes away. ces déclarations vont entraîner 6 nouvelles condamnations à mort et accélérer encore plus le processus menant à l'inévitable, son exécution. This is the last time I'm going to say it.
You have to kill Aileen Wuornos because she'll kill again. Malgré tout, le délai moyen aux États-Unis entre une condamnation et une exécution tourne autour d'une décennie. Et même si Aileen aura réussi en partie à réduire la durée de son exposition médiatique en renonçant à tout recours juridique, elle n'échappe pas à la lenteur des procédures obligatoires restantes et restera enfermée pendant plusieurs années en prison. L'occasion d'attirer encore quelques vautours inattendus. Le documentaire de Nick Broomfield, The Selling of a Serial Killer, pourrait probablement figurer comme premier vautour VIP ayant contribué largement à construire le mythe, mettant en scène non seulement ses crimes, mais aussi sa personnalité complexe et contradictoire au travers de multiples entretiens en prison. And I'm really sorry about everything I've done. I miss Ty. I lost Tyra over this. And I still miss her and I still love her. Aileen fascine le public américain, apparaissant tantôt comme une victime abîmée par une vie marquée de violence et d'abandon, tantôt comme une criminelle froide et imprévisible. And he said I did the most horrendous crime in the whole wide world. Not true? I guess not. All they were was shot and left. Mais il y en avait peut-être une autre avant lui, qui pour ma part pourrait faire partie des Early Birds vautours, si on peut les appeler comme ça. En 1991, avant même sa toute première condamnation, Arlene Prall, une éleveuse de chevaux et chrétienne évangélique, adopte Aileen Wuornos, alors incarcérée. Attendez madame, elle a 35 ans. Chut, j'ai fait un rêve. D'accord? Et ce rêve m'incite à prendre soin d'elle, croyez-le ou non. À la place d'Aileen, bon, Arlene est une femme, déjà, pour commencer. Et puis, le discours de cet inconnu se présentant comme une mère spirituelle voulant l'aider à renaître à nouveau ne la laisse pas indifférente. Rapidement, Prall devient l'intermédiaire principal entre Aileen et le monde extérieur. Les avocats, les journalistes, les documentaristes, les magazines, pour la défendre, attention, pour la protéger, bien sûr. But something was obviously wrong. Arlene now seemed to be negotiating her own personal appearance fee. Do you want the tapes? Do you want everything, the new stuff? I'm sure he'll write up some kind of contract. Talk to him. He's my agent. An agent, do you believe this? Nous sommes le 9 octobre 2002. Le jour de l'exécution d'Aileen Wuornos est arrivé. 10 ans se sont écoulés depuis son tout premier procès. Entre son enfance désastreuse, les viols, les abandons, les trahisons qui vont la mener à une vie de errance parsemée de meurtres sanglants, Aileen semble soulagée de ce qui l'attend. If I was to leave this planet, it wouldn't be no big deal to me, because this is a wicked, wicked world. Je voudrais juste dire que je vogue avec le rocher et que je reviendrai comme Independence Day avec Jésus, le 6 juin. Comme dans le film avec le grand vaisseau mère et tout. Je reviendrai. Au final, Charlize Theron a interprété une Aileen relativement fidèle à la réalité dans le film Monster de 2003. Globalement, les différents chapitres de sa vie présentés dans le film sont assez justes. À la différence évidemment qu'il est édulcoré pour le cinéma et qu'il ne s'attarde finalement que très peu sur les traumas qu'elle a subis dans son enfance. Et même si cette histoire rappelle à quel point la misère sociale et les dérives humaines peuvent saboter des vies, la personnalité d'Aileen n'en était pas moins complexe en réalité. J'espère que cette histoire vous aura plu. Est-ce qu'on peut dire ça? Je sais pas. Non mais c'est une vraie question là parce que... Alors t'as kiffé ou pas? Ouais, grave. Ouais, c'est bizarre. Hein. Et merci évidemment à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas... Pardon? En ASMR? Ah. N'hésitez pas à aller découvrir toutes leurs applications et choisir celle que vous aurez gratuitement à vie. Bisous. Prenez soin de vous mes amis, et si un jour vous croisez la route d'un bar qui s'appelle The Last Resort, évitez d'aller y boire une bière, hein. À très vite. Bye.